On a rarement vu une incertitude aussi élevée. Les tensions géopolitiques vont vraisemblablement persister, que le locataire actuellement de la Maison-Blanche, en tout cas, alimente à certains égards cette volatilité. Une incertitude un peu multidimensionnelle. On a une incertitude depuis l'élection de Donald Trump autour de la politique commerciale américaine. L'incertitude, c'est une source de volatilité sur les marchés. Ça veut dire que la visibilité en termes de macroéconomie est limitée. Celles et ceux qui parlent d'incertitude et de volatilité, ce sont les stratégistes et les économistes de grandes banques que nous avons rencontrés cette semaine lors de leur traditionnel point semestriel sur les perspectives des mois à venir. Tant Florence Pisani, l'économiste en chef de Candriam, Vincent Juvins, le chef de la stratégie d'investissement chez ING, Maud Reynalter, la Chief Investment Officer de chez Belfius Asset Management, que Gilles Moek, chef économiste chez AXA, redoute de nouveaux épisodes de forte volatilité alors que l'agenda estival des investisseurs est plein de rendez-vous importants sur tous les fronts. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les économistes Gilles Moek et Florence Pisani qui résument les grands enjeux macroéconomiques attendus pour les prochaines semaines. Même si on peut sans doute enlever de la table les scénarios les plus extrêmes, puisqu'il y a eu quand même des escalades, en particulier sur la Chine, on ne sait pas exactement quel est le type d'atterrissage auquel on va arriver sur les tarifs. Donc ça, c'est une première source. Deuxième source d'incertitude, la politique budgétaire américaine. Là, on est, je dirais, au milieu du gué, au sens où on a un premier budget qui a été adopté par la Chambre des représentants. On attend toujours l'assentiment du Sénat et peut-être une conférence qui pourrait être d'ailleurs assez compliquée pour aboutir finalement à un projet de budget. Et puis, on a aussi des incertitudes géopolitiques et bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et en particulier en Iran, qui ajoute en fait une source d'incertitude à laquelle vraiment personne ne pensait, parce qu'au contraire, c'était la baisse du pétrole qui était l'un des rares éléments plutôt positifs depuis quelque temps, qui permettait d'envisager une désinflation finalement assez rapide. Et si elle est remise en cause, bien évidemment, cela pose question, par exemple, sur l'orientation des banques centrales, en tout cas sur la capacité, par exemple, de la BCE à pouvoir continuer à accommoder. En matière de droits de douane, on a un monde qui a complètement changé. On avait des droits de douane très bas, en particulier aux États-Unis. Et on est aujourd'hui avec un niveau de droits de douane qui va être durablement plus élevé. Et ça introduit aussi il y a aussi énormément d'incertitudes liées à la politique de la nouvelle administration Trump. On ne sait pas exactement ce qui sera voté en matière de loi budgétaire. On ne sait pas où les droits de douane, à la fin finale, se stabiliseront. On a des revirements de l'administration qui ajoutent à l'incertitude, et ça rend les choses très compliquées pour les entreprises. Pour investir, les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Elles gèlent aujourd'hui, une partie des entreprises, en Europe en particulier, gèlent des recrutements, tout simplement parce qu'il n'y a pas de visibilité. Sans parler des problèmes géopolitiques qui ajoutent encore aux difficultés pour un investisseur d'essayer de prévoir, ou en tout cas d'avoir une idée de la direction sur les prochains mois. Et alors tout ça, alors qu'on sortait du Covid et d'une crise énergétique qui se normalisait, les effets négatifs de ces crises se normalisaient. Alors c'est vrai que c'était plutôt un grand succès, en particulier du côté de la Banque centrale américaine. On avait une économie qui croissait relativement rapidement, 3% de croissance de la demande intérieure, une économie qui était quasiment au plein emploi, un taux de chômage bas, à peine supérieur à 4%, une inflation qui était redescendue, et vous avez raison là-dessus, qui était redescendue presque à l'objectif de la Banque centrale américaine. C'était vraiment le scénario parfait d'atterrissage en douceur. Et ceux qui disaient que la Réserve fédérale avait trop resserré sa politique monétaire, qu'on allait avoir une récession, avaient clairement eu tort. Donc on était dans un monde où la Banque centrale américaine était très bien positionnée et avait réussi cet exercice difficile d'atterrissage en douceur. Et là, d'un coup, on introduit de l'incertitude sur la croissance, sur l'évolution des prix,
Et ça conduit les banques centrales d'ailleurs à aujourd'hui être extrêmement prudentes. La Réserve fédérale américaine a arrêté de baisser ses taux, tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer en matière de droits de douane, elle ne sait pas de combien la croissance va décélérer, elle a peu de visibilité, elle ne sait pas en matière de politique budgétaire ce qui sera voté effectivement. Est-ce que cette grande et belle loi budgétaire va stimuler fortement la croissance ou assez peu? Est-ce qu'elle va déséquilibrer profondément l'équilibre budgétaire, l'équilibre des finances publiques ou pas? Et donc, elle attend. Alors, elle a cette chance, et c'est en partie grâce à elle, mais elle a cette chance, c'est qu'elle est relativement bien positionnée et qu'elle a le temps d'attendre. Là, dans les scénarios les plus pessimistes par rapport à la crise au Moyen-Orient, on voit un baril remonter bien au-delà des $100. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est clairement intégré dans les calculatrices de l'administration Trump ? Alors, ça va complètement à l'encontre de ce que l'administration Trump veut. Parce que le calcul de Donald Trump, qui est un calcul d'ailleurs très rationnel, était de dire on risque de provoquer un choc inflationniste via la mise en place des tarifs douaniers, mais on peut compenser en partie ce choc inflationniste en obtenant une baisse du cours du pétrole. Et ça a effectivement marché, puisqu'on a eu, dans les premiers mois du mandat de Donald Trump, une baisse du prix du pétrole. Au passage, ça veut aussi dire que quand le cours du pétrole était inférieur à $60, ou proche de $60, on n'était pas dans une situation qui permettait à l'investissement en exploration pétrolière aux États-Unis de repartir. Donc ça marchait pas. Mais en revanche, la baisse des prix, oui, ça c'était vraiment un élément très favorable à l'agenda général de Donald Trump. Si malheureusement la crise au Moyen-Orient s'envenime encore et qu'on arrive à des cours du pétrole au-dessus de $100, là effectivement il faut revoir complètement la copie, parce qu'en plus d'avoir un choc inflationniste via les tarifs, on aura un choc inflationniste via les prix de l'énergie. Donc là effectivement c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour Trump, même si moi, mon sentiment à ce stade, c'est que, évidemment, les choses sont extrêmement fluides, mais tant qu'on n'arrive pas à des extrêmes, les extrêmes étant, par exemple, une fermeture du détroit d'Ormuz, on peut avoir une certaine tension sur le cours du pétrole, et on l'a vu, mais passer à $100, ce serait quand même assez difficile d'y arriver. Et là, on a des scénarios qui prédisent aussi un ralentissement encore plus marqué des économies et les finances publiques américaines encore plus touchées par cette crise internationale. Oui, c'est-à-dire que si on a un ralentissement net de la consommation des ménages au second semestre 2025, sous l'effet des tarifs et de l'augmentation du prix de l'énergie, là, effectivement, on aura un manque à gagner, entre guillemets, sur les recettes fédérales, avec effectivement comme effet une dégradation supplémentaire du déficit américain. Donc ça, effectivement, ce serait une mauvaise nouvelle. Puis la question de fond aussi, c'est encore une fois l'attitude de la Fed. En général, la Fed ne réagit pas de manière excessive ou de manière rapide à des chocs pétroliers, parce que la Fed suit l'inflation sous-jacente, donc hors prix de l'énergie. Simplement, si on est sur un choc pétrolier fort, avec, encore une fois, l'hypothèse d'un baril au-dessus de $100, qui encore aujourd'hui n'est pas, pour moi, l'hypothèse centrale, mais si ça arrive, au bout d'un moment, il y aura des effets de second tour, et même l'inflation sous-jacente sera touchée à la hausse. Et là, du coup, derrière, c'est tout l'échafaudage qui va se mettre à trembler, parce que même si pour l'instant la Fed n'a clairement pas envie de baisser ses taux très rapidement, c'est que moi j'imagine qu'on devrait commencer à retrouver des baisses de taux à la fin de l'année 2025. Si on a une reprise de l'inflation sous-jacente encore plus forte que celle à laquelle on s'attend, avec l'effet des prix du pétrole doublonnant, entre guillemets, l'effet des tarifs, là ça peut ralentir encore plus ce moment où la Fed se remettrait à baisser ses taux. Dans ce contexte, il est difficile pour les investisseurs particuliers de se projeter dans des placements risqués. Pourtant, les stratégistes insistent sur le besoin de rester actifs et investis en ces temps instables, en veillant plus que jamais à jouer la carte de la diversification, comme nous l'ont expliqué Vincent Juvins et Maude Reynalter.
Je pense qu'il faut oser prendre des risques sur les marchés, des positions, sortir de sa zone confort qui est souvent notre compte épargne ou ne rien faire. Il faut oser donc espérer le meilleur et donc c'est quelque part spéculer sur le fait que demain sera meilleur économiquement et sur les marchés financiers. Mais en même temps, est certainement une année comme celle de 2025, pas être naïf, savoir qu'évidemment les tensions géopolitiques vont vraisemblablement persister, que le locataire actuellement de la Maison Blanche, en tout cas, alimente à certains égards cette volatilité, que d'autres d'ailleurs dans le monde, il n'est pas le seul, le font tout autant, et que donc en tant qu'investisseur, il faut également essayer de trouver la parade par rapport à cela pour se protéger des aléas de marché qu'on peut avoir. Et heureusement, cette année, la diversification fonctionne, que ce soit avec de l'obligataire, soit avec des classes d'actifs alternatifs comme l'or. On a augmenté nos allocations à l'or quand, par exemple, il y a eu le Liberation Day, on a réduit les actions, on a monté l'or, on avait à ce moment-là augmenté le cash, puis après on a baissé le cash pour remonter les actions. Pourquoi on achète de l'or ? Parce qu'on est aligné avec les banques centrales du monde entier qui achètent de l'or, et notamment les banques centrales des pays émergents qui remplacent un petit peu le dollar par l'or. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent devenir plus indépendantes des États-Unis. On voit qu'il y a quand même des frictions, notamment entre la Chine et les États-Unis, pour plein de bonnes raisons. La course à l'innovation, la course aussi à l'enjeu politique, qui sera le premier entre la Chine et les États-Unis. Et donc, toutes ces banques centrales veulent détenir de l'or à la place du dollar. Elles vendent donc le dollar, elles achètent de l'or. On pense qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à avoir cette diversification parce que les banques centrales vont continuer à diversifier leurs actifs sur leur bilan. Sur la stratégie action, on a une diversification géographique large. On est investi à la fois aux États-Unis, en Europe et sur les pays émergents, bien sûr. Dans la poche européenne, on a un biais sur les petites capitalisations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plans budgétaires, de soutien budgétaire en zone euro qui vont soutenir l'activité, et notamment l'activité des plus petites et moyennes capitalisations, qui est une activité domestique. Alors pourquoi ? On a le plan de l'OTAN qui permet, qui d'ici 2030 prévoit que les États vont investir 5% de leur PIB dans la défense, l'infrastructure. On a un plan en Allemagne de 500 milliards d'euros. On a un plan européen, etc. Donc tout ça va supporter l'activité en Europe et notamment l'activité domestique. Il y a la Banque centrale européenne également qui baisse ses taux et qui les a baissés 4 fois depuis le début de l'année. Ça, généralement, c'est un soutien pour l'activité et notamment les sociétés les plus petites qui sont généralement un peu plus endettées. Sur les États-Unis, on est aussi investi, bien entendu, dans certaines sociétés technologiques qui sont liées à l'IA, dans le software, etc. Donc il n'y a pas seulement que des valeurs européennes dans notre portefeuille, il y a une grande diversification, bien entendu. Au niveau sectoriel, on insiste encore sur les techs, pas forcément les techs américaines, et aussi sur des valeurs en fait technologiques qui on les considérait avant comme étant les valeurs cycliques par essence, et là on a quand même des chiffres qui montrent qu'elles résistent bien au vent contraire. Oui, alors bon, la tech est quand même encore toujours en territoire négatif en termes de performance depuis le début de l'année, mais c'est néanmoins un choix qu'on fait, qu'on l'a fait d'ailleurs ces dernières semaines, donc on a plutôt repris le train en marche et plutôt dans sa phase ascendante, parce que je pense que la tech a été injustement pénalisée en début d'année. C'est donc un secteur sur lequel on est surpondéré, qui nous amène évidemment par la force des choses d'être un peu plus aux États-Unis, mais pas uniquement, c'est un thème qu'on joue également via la Chine. Alors on pourra en parler pendant des heures, mais en effet, vous évoquez un certain nombre de points clés, me semble-t-il. C'est que la tech est moins cyclique aujourd'hui qu'elle ne le fut par le passé. Donc, elle résiste finalement à l'affaissement un petit peu de la croissance économique qu'on observe pour l'instant. Il y a, comme on dit en jargon, une demande de plus en plus inélastique pour les biens et services qu'elle commercialise. C'est-à-dire que si demain vous perdez votre job, il y a une récession ou ainsi de suite, vous allez peut-être moins aller au restaurant, vous allez peut-être acheter des marques produits blancs au lieu d'acheter des marques A, comme on dit. Vous allez peut-être aller chez un distributeur hard discounter au lieu d'un distributeur
distributeur classique, mais vous n'allez sans doute pas annuler votre abonnement à, que sais-je, votre suite bureautique ou à votre abonnement cloud. Donc c'est pour ça que c'est une demande inélastique. Et on voit que la résilience, en effet, des bénéfices des entreprises software dans les périodes de ralentissement économique était très forte. Donc, c'est la raison pour laquelle on aime bien la tech. Il y a d'abord une forte croissance bénéficiaire et des bénéfices qui sont relativement protégés par rapport au cycle économique. Donc, le fait que ce secteur soit toujours en territoire négatif year to date nous amène en tout cas à essayer de faire la chasse aux bonnes affaires. Et on le fait surtout d'ailleurs en Chine, les bonnes affaires, mais aux États-Unis, les choses vont globalement bien. Les entreprises de la tech d'ailleurs confirment leur guidance pour les prochains mois, ce qui est plutôt rare. Beaucoup de secteurs n'osent pas le faire. La tech est aussi relativement protégée de la guerre commerciale, puisque aux États-Unis et en Chine, on se rend compte que sur ce secteur-là, c'est la chaîne de valeur de ce secteur-là, ils sont un petit peu interdépendants. J'en veux pour preuve l'accord sur les terres rares. Concernant les classes d'actifs, vous êtes neutre sur le marché action et contrairement à ce que les chiffres peuvent nous montrer sur ce semestre où on voit énormément de valeurs européennes performer, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas forcément voir ça au niveau régional mais au niveau sectoriel. Oui, alors, première décision qu'il faut prendre, c'est quelle classe d'actifs privilégie-t-on ? Aujourd'hui, nous n'en privilégions aucune. C'est-à-dire que, à la fois, je trouve qu'il n'y a rien les marchés d'actions sont relativement robustes, les croissances bénéficiaires attendues sont relativement bien orientées compte tenu des circonstances. Maintenant, les marchés ne sont pas bons marchés. De lors, ça freine un petit peu nos ardeurs. On ne veut pas avoir plus d'actions que nécessaire. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, beaucoup d'investisseurs ont retrouvé, en tout cas, de l'intérêt pour l'Europe. Et c'est bien, l'Europe était sous-valorisée. L'Europe a pris un certain nombre de décisions positives cette année. Quand je dis l'Europe, c'est surtout l'Allemagne, il faut quand même le signaler, et il ne faut pas inférer au reste de l'Europe ce qui se passe en Allemagne. Les investisseurs louent, en tout cas, la politique budgétaire plus expansionniste de l'Allemagne, c'est bien, elle percolera un petit peu partout en Europe, mais enfin, dans d'autres pays, je pense à la Belgique, je pense à la France, on est plutôt en train de se serrer la ceinture. Donc, attention à ne pas généraliser ce qui se passe en Allemagne. Alors, j'entends beaucoup de mes confrères évoquer le fait qu'on soit parti sur finalement une tendance structurellement plus positive en Europe. J'aimerais le croire, je trouve qu'il est prématuré de tirer cette conclusion aujourd'hui, dans la mesure où, au-delà de l'Allemagne, la plupart des autres économies demeurent confrontées avec leurs vieux démons, c'est-à-dire une faible croissance, un fort endettement et des déficits structurels. Donc ceci et surtout un manque de champions nationaux européens parce que nos marchés de capitaux sont trop morcelés. Nous n'avons pas, lorsqu'on prend les banques européennes, des banques européennes qui opèrent vraiment pleinement au travers de la zone euro, comme on peut le voir aux États-Unis. Donc il y a un problème d'échelle qui fait que nos entreprises, comparées aux Américains par exemple, sont souvent moins performantes, n'ont pas cette taille critique et ainsi de suite. L'Europe en est consciente, travaille à une union des marchés de capitaux, mais on n'en est encore qu'aux prémices. Donc il me semble à ce stade prématuré de surpondérer l'Europe par rapport à d'autres régions. Le re-rating a été opéré au premier semestre, me semble-t-il. On note d'ailleurs que cette dernière semaine, l'avantage est même souvent plutôt aux États-Unis qu'à l'Europe. Donc on sent que ce mouvement de l'Europe par rapport aux États-Unis est quand même en train de s'essouffler. Retour chez les économistes. Comment expliquer ces différences régionales importantes entre les économies de la zone euro et les États-Unis ? Et que penser de la Chine ? Florence Pisani de Candriam et Gilles Moec d'AXA nous aident à mieux comprendre la disparité régionale des marchés et là encore, l'incertitude avec les droits de douane que les Américains veulent imposer à leurs partenaires commerciaux trouble les prévisions des spécialistes de la finance. On ne croit pas à la récession. On ne sait pas encore très bien ce qui va se passer en matière commerciale. On ne sait pas en matière de droits de douane si les niveaux actuels seront les niveaux terminaux. On est aujourd'hui quand même sur une hausse des droits de douane qui est d'à peu près 10%. Donc c'est pas rien. On a un niveau de droits de douane qui est nettement plus élevé qu'avant l'arrivée de Donald Trump en janvier dernier. Et ça va freiner quand même un peu la croissance européenne. Ce qui va nous freiner aussi, c'est que les droits de douane, ils ont été montés sur beaucoup de pays et que le reste du monde, la Chine va pas très bien, le reste du monde va ralentir.
Et que l'Europe, faut le rappeler, c'est un pays excédentaire, donc on est tiré par le reste du monde. Si la croissance dans le reste du monde est plus faible, eh bien la croissance européenne ralentira. Donc on a cet effet de droits de douane direct, plus un effet indirect de ralentissement. Il faut rappeler que l'Europe est extrêmement ouverte commercialement. On est 2 fois plus ouvert sur le reste du monde que les États-Unis. Donc on va être touché par cet environnement de guerre commerciale et le ralentissement des échanges mondiaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une réaction. On a eu une réaction politique au niveau européen, la mise en place par la Commission européenne, le lancement par la Commission européenne d'un grand plan, ReArmEU. Du côté allemand, une réaction politique extrêmement forte. On est revenu sur le frein budgétaire qui était inscrit dans la Constitution allemande. On va lancer un grand plan d'infrastructure, 500 milliards sur 12 ans. C'est quelque chose qu'on a rarement vu sur les dernières années. Donc on a vraiment un tournant politique, nous semble-t-il, en Allemagne. La question, c'est que, est-ce que cette impulsion qu'on va avoir en matière de dépenses arrive suffisamment tôt pour éviter le ralentissement lié aux droits de douane? Et il nous semble que ça va mettre un peu de temps quand même à se mettre en place. Il faut des projets qui soient prêts. Il faut que les euros qui sont votés soient dépensés. Et donc ça risque de mettre un peu de temps. Et entre-temps, eh bien, l'Europe risque de ralentir. On a, nous, une croissance qui commence par ralentir et qui réaccélère que dans la deuxième partie de l'année 2026, une fois que les effets des droits de douane sont plutôt derrière nous et que les effets des plans, en particulier allemands, mais aussi au niveau européen, commencent à produire leurs effets. Non, c'est capital ce qui se passe en Allemagne. C'est assez imprévu puisque l'annonce est arrivée après l'élection fédérale, mais ça fait maintenant l'objet d'un accord de coalition. Et ce qui est prévu, pour moi, est de nature à véritablement changer le rythme de croissance tendancielle en Allemagne pendant plusieurs années. Parce qu'on parle quand même d'un programme de dépenses en infrastructure de 12 points de PIB sur 10 ans, donc plus d'1 point de PIB chaque année. Ça, c'est simplement pour le programme infrastructure, et on ajoute à cela l'effort de rattrapage sur la défense, qui aura aussi un effet d'entraînement économique. Donc, c'est capital, et ce qui se passe est extrêmement important. Attention quand même à ne pas attendre trop de cette relance budgétaire à court terme. Lorsque vous vous remettez à investir dans les infrastructures, ça prend du temps. Genre en Allemagne, on n'a tout simplement plus les gens qui savent le faire dans les quotités locales, dans les administrations centrales. Donc moi, je ne m'attends pas à ce que l'effet se matérialise dans les chiffres de PIB avant probablement le second semestre 2026, voire 2027. Les quelques trimestres devant nous, je pense qu'on bénéficiera d'un certain effet de confiance lié à l'anticipation de l'impact de la relance budgétaire allemande, mais on ne verra pas dans les chiffres d'investissement à court terme. Donc, entre-temps, c'est-à-dire entre la situation d'aujourd'hui, on est en plus menacé par l'effet de l'appréciation de l'euro qui magnifie en fait l'effet des tarifs américains. Donc, on a ça pour maintenant, pour tout de suite. D'ici 2 ou 3 ans, dans le sens inverse, on aura l'effet de la relance allemande. Entre les deux, il nous faut une espèce de pont. Et ce pont, je pense qu'il doit être fourni par la BCE, qui, à mon avis, doit continuer à baisser ses taux. En Chine, on est dans une situation différente. La Chine, maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle est soumise plutôt à des pressions déflationnistes. On a un taux d'épargne des ménages qui est très élevé. Les ménages préfèrent mettre de l'argent de côté. La confiance des ménages n'est pas du tout revenue au niveau où elle était avant le Covid. Elle est déprimée, les ménages sont déprimés. Les jeunes, et en particulier les jeunes les plus diplômés, ont du mal à trouver un emploi. Et donc tout ça, c'est une économie dans laquelle la consommation reste relativement faible. Alors, on l'a stimulé un peu en fin d'année. On a donné des subventions aux ménages pour qu'ils achètent des biens durables. Mais on a structurellement une consommation qui est assez faible. Les entreprises ont beaucoup investi. Quand on regarde les secteurs d'investissement, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les taux d'utilisation des capacités sont nettement plus bas. Dans la plupart des secteurs, ils sont plus faibles qu'avant le début du Covid, avant 2019. Ça veut dire qu'on a surinvesti dans beaucoup de secteurs. Et donc, on ne peut pas espérer voir l'investissement repartir fortement. Et l'investissement immobilier, c'est encore pire. On sait qu'il faudra encore plusieurs années pour digérer les excès en matière immobilière. Du côté immobilier, il y a quand même un facteur de fond qui va à l'encontre d'une reprise du marché immobilier, c'est tout simplement la situation démographique chinoise.
la Chine est un pays qui perd de la population chaque année. Donc c'est compliqué de faire de la relance immobilière quand vous avez tout simplement besoin de moins de mètres carrés parce que votre population baisse. Sachant qu'en plus, on est arrivé un peu au bout d'un phénomène de rattrapage qui a expliqué énormément de la vitalité de l'immobilier chinois ces 20 dernières années, qui est que il fallait, entre guillemets, remettre à niveau l'immobilier chinois, mais cette remise à niveau, elle a été essentiellement faite. Donc on n'aura pas nécessairement de facteurs structurels très puissants pour organiser cette reprise. Donc là-dessus, moi je reste quand même assez prudent, voire assez négatif. Ce que fait la Chine aujourd'hui, c'est que elle maintient un niveau de croissance tout à fait correct, avec un stimulus budgétaire énorme. Ce stimulus budgétaire est tenable financièrement parce qu'il est recyclé de manière domestique. Pour aller vite, ce sont les banques chinoises qui font le refinancement de l'État, qui font le refinancement de ce stimulus budgétaire, en recyclant les comptes courants très peu rémunérés des Chinois. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ouvrir le système financier chinois. Ça, on a peut-être pris encore 5-10 ans de retard sur cette fameuse ouverture du marché financier chinois, simplement parce que si on ouvre aujourd'hui, ce circuit de refinancement de l'État disparaît. Donc là-dessus, je n'attends pas grand-chose. Puis troisième élément, la question de l'investissement manufacturier. Pour l'instant, j'ai toujours du mal à comprendre la stratégie chinoise dans son ensemble, parce que le marché américain est en train de se fermer. Même si on termine sur des droits de douane à 30% et non pas à 145%, 30% c'est beaucoup. Donc il y aura freinage des exportations chinoises vers les États-Unis. On a déjà vu en Europe des réactions assez négatives, avec en particulier la mise en place de tarifs de rétorsion sur les véhicules électriques. À un moment, il faut vraiment que la Chine cesse de se focaliser en permanence sur des secteurs manufacturiers tirés par les exportations. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment vu cette nouvelle stratégie. Plusieurs grands rendez-vous se sont ajoutés à l'agenda des professionnels de la finance cet été, et ils devraient permettre d'avoir une vue plus claire sur les perspectives du reste de l'année 2025. Nos invités de la semaine vont-ils pour autant réussir à décrocher un petit peu de l'actualité pendant leurs vacances d'été ? Nous leur avons posé la question. Il y a beaucoup de rendez-vous, alors espérons que ça n'entraîne pas beaucoup de volatilité, mais si je me penche, déjà en tout cas cette semaine on a la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale du Japon qui se réunissent. Alors il n'y a rien qui est attendu de ces deux-là, mais la Banque centrale du Japon c'est quand même un sujet, l'inflation est quand même en hausse, ne baisse pas, les taux sont en hausse, donc il faudra qu'elle fasse quelque chose pour ce fait dans un pays très endetté, c'est une question qu'on peut avoir. Rappelons que l'été passé, la perspective d'un durcissement de la politique monétaire japonaise avait entraîné quand même une chute des marchés avec ce qu'on appelle cette inversion des mouvements de carry trade. Donc c'est toujours un sujet à surveiller. Première semaine de juillet, 9 juillet, sommet de l'OTAN à Washington, les 75 ans de l'Alliance. 9 juillet, la date à laquelle l'Europe s'est engagée à fournir sa proposition commerciale aux États-Unis. Mois de juillet, où il faut que les États-Unis s'accordent sur un relèvement du plafond de la dette, auquel cas, autrement, d'ici août, il pourrait potentiellement faire défaut. On verra si ça marche. 15 août, aboutissement des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, ou pas d'ailleurs. Il faudra voir s'il y a aboutissement il y a. Et puis fin août, traditionnellement, Jackson Hole, le sommet des banquiers centraux. Donc, c'est vrai que ce sera un été chargé, avec pas mal de questions pour les investisseurs. Et donc, on pourrait imaginer quand même encore de la volatilité du fait du commerce. Espérons qu'en tout cas, sur le conflit au Moyen-Orient, ce soit quelque chose qui se soit apaisé d'ici là. Mais oui, l'été sera potentiellement chaud et donc nous resterons évidemment sur le pont et vigilants par rapport à ce qu'il peut se passer pour veiller à en mitiger l'impact sur les portefeuilles ou au contraire même à essayer d'orienter les portefeuilles pour profiter des opportunités qui se créeraient. Alors on espère que ce sera plus calme. On n'est pas complètement sûr. Vous savez que la situation géopolitique est quand même assez fragile. On espère avoir un été calme et se déconnecter au moins quelques semaines. En tant que gestionnaire et responsable d'investissement et stratégiste, on reste toujours un petit peu connecté au marché, c'est notre passion et donc on reste toujours au courant des actualités.
qu'elles soient politiques, économiques ou géopolitiques. Et il y a beaucoup de dates importantes. Il y a le 9 juillet notamment, il y a la réunion de l'OTAN, etc. Donc il y a beaucoup de dates importantes cet été, c'est vrai. Mais gérer les portefeuilles, c'est pas un one-woman show ou un one-man show. C'est le travail de toute une équipe. Et donc on a sur place, en gestion, des personnes qui se relaient, surtout l'été, pour gérer les portefeuilles. Moi, je suis français, donc au mois d'août, je disparais. Et je disparais très loin, je disparais au Japon, donc avec un décalage horaire très important. Donc je prévois vraiment de me déconnecter en août. S'il y a une crise, eh bien on avisera et on fera. Mais en juillet, effectivement, comme vous le dites, on attend quand même un certain nombre de choses. Par exemple, la conclusion de la discussion budgétaire américaine. Et là, pour le coup, je serai sur le pont. Merci de nous avoir écoutés. C'était Salim Nesba au micro de Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Catherine, enseignante dans le secondaire à Bruxelles, qui nous expliquera comment et pourquoi elle a acheté 3 actions avec ses élèves à la Bourse de Bruxelles.